merci beaucoup pour l'invitation. Ouais, donc le but de l'exposé, c'est de faire de la publicité pour une transition de phase dans la convergence à l'équilibre de certains processus stochastiques. Donc, ça s'appelle le cut-off en anglais et la coupure en français. C'est un phénomène qui a été découvert il y a une quarantaine d'années sur le mélange de cartes, en fait. Cut-off, c'est plus souvent traduit par troncature que par coupure. Ouais. Mais bon, on t'écoute. Et en fait, vous allez voir qu'on ne comprend toujours pas grand-chose à ce phénomène. On a accumulé beaucoup d'exemples, mais on ne comprend pas pourquoi il se produit. Et voilà, donc je parlerai seulement tout à la fin de quelques progrès récents sur la question, mais le but de l'exposé, c'est vraiment de présenter ce problème ouvert, quoi. Ok, donc je vais commencer par le cadre de travail. Et alors on peut considérer le phénomène, il a du sens pour des espaces assez arbitraires. Tout à la fin, je parlerai de diffusion sur des variétés riemanniennes un tout petit peu. Mais là, pour la simplicité de l'exposé, pendant la plupart de l'exposé, je vais me concentrer sur le cas d'un espace fini. Okay. Donc X, ça va être l'espace d'état, et pour moi, il va être fini. Ok, et sur cet espace, je vais me donner une dynamique en me donnant une matrice de transition. Ok, je vais la supposer irréductible, donc ça veut simplement dire que son support connecte tout l'espace. Okay, donc l'image qu'il faut avoir en tête, c'est le diagramme classique d'une chaîne de Markov. C'est un espace d'état, et puis il y a des probabilités de transition d'un état vers un autre qui sont données par cette matrice. Okay, donc ça définit de manière naturelle une dynamique aléatoire à temps discret, mais par simplicité, je vais me placer dans le cadre du temps continu, ce sera plus simple. Donc je vais me donner une horloge de Poisson qui sonne à taux 1, et chaque fois qu'elle sonne, je fais un saut selon cette matrice de transition. Okay, donc le semi-groupe obtenu, c'est simplement l'exponentielle du générateur avec L qui est T moins l'identité. Okay. Ok, donc on peut écrire ça plus explicitement. PT de XY, c'est... on somme sur toutes les valeurs possibles pour le nombre de fois que l'horloge de Poisson a sonné. Donc c'est donné par une loi de Poisson. Et puis si l'horloge a sonné n fois, on applique n fois la matrice de transition. Voilà. Ok, alors sous les hypothèses que j'ai faites, l'espace d'état fini et irréductibilité, on a le phénomène de mélange. Okay, c'est le résultat de base en processus de Markov. On sait qu'il va y avoir une unique mesure invariante, donc une mesure de proba sur l'espace d'état, qui est préservée par la dynamique. On sait que cette mesure, elle charge tout l'espace. Okay, donc phi de x est positif pour tout x. Et puis, on sait que cette mesure est un attracteur global pour la dynamique, donc au sens où vous partez de n'importe quelle loi initiale mu, vous appliquez votre dynamique sur un temps t, et si t est grand, vous allez converger vers la mesure stationnaire, indépendamment de la condition initiale choisie. Okay, donc ça, c'est le phénomène de mélange. On oublie petit à petit les conditions initiales. Et c'est un phénomène qui se produit partout. Vous pouvez penser à un paquet de cartes qu'on mélange. Vous pouvez penser à un gaz qui s'équilibre, un gaz de particules qui s'équilibre dans une boîte. D'un point de vue plus moderne et du point de vue des applications, ce phénomène-là, il joue un rôle très très important en simulation de Monte-Carlo et également pour l'exploration de réseaux complexes, par exemple l'algorithme PageRank de Google. Okay. Donc dans toutes ces applications-là, c'est vraiment crucial de comprendre de manière un peu quantitative la vitesse à laquelle cette convergence a lieu. Et c'est ça la question qui va nous occuper. Okay. Donc à quelle vitesse est-ce que la chaîne converge vers sa mesure d'équilibre? Okay, alors pour répondre à cette question, il faut d'abord se mettre d'accord sur comment on va mesurer la distance entre cette loi au temps t et la loi d'équilibre. Donc il y a plein de façons de mesurer les distances dans les espaces de probabilité. Le choix qui est pertinent du point de vue de la simulation notamment, donc de Monte-Carlo, c'est la variation totale, qui n'est pas une notion très, très confortable comme vous allez le voir. Okay. Donc, je vais parler un peu de distance à l'équilibre.
Et donc, cette variation totale, elle est définie comme ça. C'est la distance en variation totale au temps t. C'est simplement, vous regardez le maximum sur toutes les régions possibles dans votre espace, et vous comparez comment ça c'est chargé par votre mesure au temps t par rapport à ce que ce serait à l'équilibre. Okay. Et on voudrait quelque chose qui soit uniforme dans la condition initiale, donc on va prendre un suprémum sur toutes les conditions initiales possibles. Okay. Donc c'est une quantité, c'est un nombre qui est entre 0 et 1. Quand t est à 0, c'est très proche de 1, on est très loin de l'équilibre, et puis quand t tend vers l'infini, on tend vers 0. Okay. Donc la tête de ce truc-là, c'est décroissant. Hein. C'est quelque chose comme ça, typiquement. Okay. Et donc la question que j'ai posée ici, à quelle vitesse est-ce que la convergence a lieu, c'est combien de temps il faut attendre pour que ce nombre-là devienne petit. Donc, sur quelle échelle se fait cette décroissance? Okay. Alors il y a une propriété très importante de cette distance à l'équilibre, hein, qui vient de la propriété de Markov, tout simplement, c'est que c'est sous-multiplicatif. Donc si vous regardez ce qui se passe après un temps t plus s, eh ben, vous avez gagné au moins autant que si vous regardez ce qui se passe sur un temps t, et ensuite que vous recommencez la dynamique sur un temps s. Okay. Alors on perd en fait un tout petit facteur 2, là, qui n'est pas très important. Voilà, c'est quasiment sous-multiplicatif. Okay. Donc ça a l'air de rien cette propriété, mais en fait ça garantit immédiatement que la convergence est exponentielle. Okay. Alors exponentielle en quel sens? C'est juste par sous-multiplicativité. Là. Vous savez que moins 1 sur t fois le log de dtv, ça va avoir une limite. Okay. Par sous-additivité, ce truc-là a une limite. Okay. Et il se trouve que cette limite, on la comprend assez bien, en fait, c'est le trou spectral de l'opérateur L. Okay. Donc c'est un nombre qui est strictement positif et qui est lié aux valeurs propres, au spectre de l'opérateur. Okay. Donc tout ça, c'est très bien connu. Voilà. Okay. Donc qu'est-ce que ça dit sur mon dessin, hein, si vous croyez à cette approximation-là? Ça dit que la distance à l'équilibre, c'est à peu près une exponentielle avec un taux qui est donné par gamma, là, et donc je vais l'écrire plutôt sous la forme d'un temps, en prenant l'inverse de gamma, et ce temps, ça s'appelle le temps de relaxation. Okay, donc ça, c'est un paramètre très important pour ma chaîne de Markov, c'est 1 sur le trou spectral, et c'est le temps de relaxation, je vais expliquer pourquoi ça s'appelle comme ça tout de suite. Okay, et donc la distance à l'équilibre, c'est globalement une exponentielle décroissante sur une échelle de temps qui est donnée par ce paramètre-là. Okay, alors si c'était vrai, ça, il n'y aurait pas besoin de faire tout cet exposé parce qu'on aurait complètement répondu à cette question. À quelle vitesse, combien de temps il faut attendre pour être à peu près proche de l'équilibre? Un temps de l'ordre du temps de relaxation et point final. En fait, ce n'est pas du tout vrai. Cette image est complètement fausse. Et la raison, c'est que ce truc-là n'est valable que quand t tend vers l'infini, quand t est très très grand. Il y a un asymptotique ici. Et donc, ce que ça vous dit, c'est que ce comportement exponentiel, il est valable que en fait, dans un régime où la distance à l'équilibre est déjà infiniment près de 0. Okay, donc ça décrit en fait ce qui se passe ici. Okay, mais du point de vue des simulations, quand on mélange un paquet de cartes et qu'on veut savoir combien de fois il faut le battre avant de commencer à jouer, la question c'est exactement l'inverse. C'est pas comment ça se passe ici, mais combien de temps il faut attendre avant qu'on soit très proche de 0. Okay, et ça, c'est absolument pas capturé par ce truc asymptotique, par ces valeurs propres. Donc ça, c'est une quantité qui est en fait assez subtile et assez compliquée. Alors on peut la définir en fait exactement comme je l'ai fait là. C'est cette quantité-là qui va nous intéresser. Et ça, c'est le temps de mélange. Alors, comment il est défini? Vous donnez un paramètre epsilon qui dépend de votre application, donc epsilon c'est ici, et vous regardez quand est-ce que la courbe passe en dessous de ça. C'est le plus petit temps. C'est l'inverse de la fonction de distance à l'équilibre. Voilà. Okay. Donc c'est ça la quantité clé d'un point de vue application pratique, et ce n'est pas du tout capturé par ce temps de relaxation. C'est une autre échelle. Si vous voulez, le temps de relaxation, ça vous décrit l'échelle de temps sur laquelle il faut attendre pour revenir à l'équilibre quand vous vous en écartez un tout petit peu. C'est pour ça que ça s'appelle relaxation. Alors que le temps de mélange, c'est le temps qu'il faut attendre pour arriver à l'équilibre quand vous partez de très très loin, du plus loin possible. Il y a ce maximum sur toutes les conditions initiales.
Voilà, donc c'est deux échelles de temps complètement différentes. Ça, c'est proche de l'équilibre et ça, c'est très loin de l'équilibre. Voilà, et donc il y a des livres entiers maintenant sur le sujet d'estimer ces temps de mélange pour des modèles de chaînes de Markov de plus en plus sophistiqués. Donc c'est une très jolie théorie qui fait appel à des techniques spectrales, à des techniques d'analyse fonctionnelle, à des techniques de couplage probabiliste, à de la géométrie discrète, donc des histoires de courbures. C'est vraiment un domaine assez riche. Je vais juste vous présenter deux petits exemples très simples pour voir le phénomène de coupure arriver. Donc évidemment, hein, là, ce qui nous intéresse en pratique, c'est comment ce temps de mélange va s'échelonner en fonction de la taille de l'espace d'état. Donc on veut comprendre, quand l'espace d'état grandit, comment grandit le temps de mélange. Et donc en général, on a plutôt tout est plutôt indexé par un paramètre n qui est implicite. Okay, l'espace d'état change avec n, la dynamique change avec n, et donc le temps de mélange dépend de n. Et ce qui nous intéresse, c'est l'asymptotique quand n tend vers l'infini. Okay, n, c'est juste un paramètre implicite qui mesure la taille de l'espace d'état. Ok, donc je vous présente maintenant deux petits exemples très simples. Ce ne sont pas des modèles très intéressants d'un point de vue pratique, mais c'est des modèles où on peut faire tous les calculs pour sentir un peu les choses. Donc le premier modèle que je vais regarder, c'est la marche sur le cycle. Okay, c'est la chaîne de Markov la plus simple possible. Vous avez les entiers modulo n. Et puis, à chaque fois que votre horloge de Poisson sonne, ben, vous avancez d'une heure ou reculez d'une heure, avec probabilité 1,5, 1,2. Okay. Bon, alors, c'est très symétrique, donc en fait, dans ce modèle-là, on peut supposer que votre condition initiale, c'est 0, sans perte de généralité. Et si vous faites ça, eh ben, vous avez une représentation complètement explicite pour la position de votre système à l'instant t. C'est simplement, vous comptez combien de fois vous êtes allé dans le sens horaire, et ça c'est donné par une loi de Poisson de paramètre t sur 2. Et puis, combien de fois vous êtes allé dans le sens anti-horaire, c'est aussi donné par une Poisson t sur 2 indépendante. Et vous prenez tout ça modulo n. Okay, donc c'est une loi très très simple. En particulier, vous avez le théorème central limite hein, qui vous dit que quand t est grand, ça, c'est à peu près une gaussienne. Okay, donc ça vous donne une très bonne approximation de la loi de votre chaîne à n'importe quel temps. On comprend très bien ce processus. Alors, un petit truc subtil, c'est que la distance en variation totale, c'est une distance très fine. Cette convergence faible, là, ça ne vous dira jamais assez précisément pour calculer ça. Okay, tout ce que ça vous dit, ce truc-là, c'est quelle est la probabilité de trouver mon marcheur, là, dans un intervalle macroscopique de mon cercle. Okay, alors que la variation totale, c'est un maximum sur toutes les régions possibles de l'espace, pas seulement les... Okay. Bon, heureusement, ici, le modèle est tellement simple qu'on a beaucoup mieux que ce TCL. On a un TCL local okay, qui vous dit très précisément quelle est la probabilité d'observer mon système à un point donné de l'espace. Alors, à cause de ce théorème-là, vous voyez, à cause de ce théorème central limite, vous voyez que le bon temps qu'il faut prendre, c'est un temps d'ordre n carré. Okay, donc je vais tout multiplier par n carré. Et si vous regardez la probabilité que ce truc-là soit égal à une position particulière n fois u sur mon cercle, ça c'est donné asymptotiquement par 1 sur n fois une densité gaussienne. Okay, donc ça c'est juste la densité d'un brownien sur le cercle. Donc c'est la densité d'une gaussienne prise modulo 1. Okay, donc c'est une version locale de ce TCL. Et ça, c'est suffisamment précis pour vous donner accès à la variation totale. Et donc, quand vous faites les calculs, vous trouvez ce truc-là. Donc, vous avez votre distance en variation totale qui dépend du paramètre de taille n, hein, la taille du cycle. Si vous échelonnez tout ça par n carré, eh ben, ça va converger, quand n tend vers l'infini, vers une certaine fonction qui est simplement la distance à l'équilibre pour un brownien sur un cycle. Okay, donc c'est donné par cette densité. Là, vous êtes en train simplement de comparer la densité limite avec la densité uniforme, qui est 1. Okay, voilà. Donc ça, c'est une fonction qu'on peut expliciter, hein, et c'est une jolie fonction toute lisse comme ça. Okay, donc qu'est-ce que ça dit, ce théorème? Si on traduit ça en termes de temps de mélange, ça vous dit que le temps de mélange pour cette marche sur le cycle, il grandit comme n carré, quand n tend vers l'infini, avec une constante de vent qui dépend de la précision que vous voulez atteindre, et qui est simplement donnée par l'inverse de cette fonction-là.
Okay. Donc ça, c'est une réponse aussi précise qu'on pouvait l'espérer pour la question à quelle vitesse est-ce que ma chaîne mélange. Mais bon, c'est cet exemple jouet sur lequel on peut tout calculer. Voilà. OK. Bon, maintenant je vais vous présenter le deuxième exemple qui est vraiment celui qui va m'intéresser. Et ça, c'est la marche sur le cycle. Donc maintenant, sur l'hypercube. Marche sur l'hypercube. Donc cette fois, l'espace bêta, ça va être l'ensemble des mots binaires de longueur n. Okay. Et à chaque fois que votre horloge sonne, vous choisissez une coordonnée au hasard et vous l'inversez. Si c'était un 0, vous mettez un 1. Si c'était un 1, vous mettez un 0. Okay. Donc la dynamique, c'est 1 sur n si x est voisin de y, voisin au sens où ça diffère que par une coordonnée, et puis c'est 0 si. Okay. Donc là encore, à cause de la symétrie de cet espace-là, peu importe le point de départ, on n'a pas besoin de prendre un maximum sur toutes les conditions initiales, il suffit de regarder ce qui se passe quand vous commencez à 0. Donc vous regardez le mot avec toutes les coordonnées égales à 0. Et ce qui est bien avec la dynamique à temps continu, c'est que plutôt que de dire à taux 1, on va choisir une coordonnée au hasard et la changer, en fait c'est comme si chaque coordonnée indépendamment à taux 1 sur n évoluait. Donc tout est indépendant, la structure produit est préservée. Donc si vous regardez ce qui se passe au temps t, ce que vous avez, c'est un vecteur de coordonnées qui sont IID. Donc indépendantes, identiquement distribuées. Et leur loi, c'est très simple, c'est des Bernoulli, donc on peut calculer le paramètre. C'est un tout petit calcul. Voilà, donc qu'est-ce qui se passe? Vous voyez là, quand t est grand, ce truc-là va tendre vers 0 et vous trouvez des Bernoulli 1,5, donc vous tombez sur la loi uniforme sur l'hypercube qui est la loi stationnaire. Okay, donc la question c'est comment il faut choisir t pour que cet objet-là, cette loi-là, soit proche de la loi uniforme. Donc, comme tout est explicite, on peut faire les calculs. Je vous passe le détail, mais la conclusion c'est la chose suivante. Ici, le bon temps pour regarder les choses, la bonne échelle, c'est n log n cette fois, au lieu de n carré. Okay. Et quand vous regardez la distance à l'équilibre sur cette échelle-là, donc des temps d'ordre t fois n log n, où t est constant, et bien ça va converger comme tout à l'heure vers une fonction limite phi. Sauf que cette fois, la fonction est complètement dégénérée, ce n'est pas un truc très lisse comme tout à l'heure, c'est une marche d'escalier. Ça vaut 1 ou 0. 1 tant que t est plus petit que 1 quart, et 0 après. Ok, donc c'est assez surprenant, mais si vous regardez la distance à l'équilibre pour cette marche, on se rend compte par calcul que la dynamique fait la chose suivante. Donc vous commencez à faire vos itérations, et du point de vue de la distance à l'équilibre, rien ne se passe. Vous restez très proche de 1. Jusqu'à ce que vous arriviez à un point très particulier qui est 1 quart n log n. Et là, soudainement, votre distance à l'équilibre, elle tombe à 0. Alors ça, évidemment, c'est une description limite quand n tend vers l'infini. Quand n est fini, vous voyez plutôt quelque chose comme ça. Mais voilà. Donc ça, c'est cette transition de phase dans la convergence à l'équilibre de cette chaîne-là, mais pas de la précédente. C'est ce truc-là qui s'appelle le cutoff, et c'est ça que les gens essayent de comprendre depuis une quarantaine d'années dans le domaine des temps de mélange. OK. Donc en termes de temps de mélange, juste, on peut toujours traduire ça en termes de temps de mélange. Le temps de mélange, c'est l'inverse de cette fonction-là. Donc dire que cette fonction-là a cette asymptotique-là, c'est dire que le temps de mélange, lui, okay, combien de temps il faut que ma fonction atteigne la précision epsilon, ben vous voyez que, indépendamment du choix de epsilon, la réponse, c'est toujours 1 quart n log n. Okay. Quelle que soit la précision choisie. Voilà. Donc le fait qu'il y ait une marche d'escalier ici, c'est traduit par le fait qu'à la limite, vous ne voyez plus de epsilon. Voilà. Donc ça, c'est le phénomène de coupure de cutoff. Et donc c'était juste sur un exemple, mais je vais vous parler un peu généralement de ce phénomène maintenant. Okay, donc c'est un phénomène qui a été découvert dans les années 80 par Aldous, David Aldous et Percy Diaconis.
Et donc ils se sont rendus compte que c'était un phénomène qui avait vocation à être assez universel. En fait, eux l'ont découvert dans le contexte du mélange de cartes, et je vais y revenir. Mais ils ont compris que c'était quelque chose d'assez répandu, et donc ils ont donné la définition suivante. On dit que une suite de dynamiques, rappelez-vous, tout est indexé par n. Je vais souvent omettre la notation n pour alléger les notations, mais donc une suite de matrices de transition vérifie un cutoff. Si vous avez cette marge d'escalier à la limite, c'est-à-dire si, au terme de temps de mélange, le temps de mélange ne dépend pas du tout de la précision que vous avez choisie. Okay. Quel que soit epsilon, entre 0 et 1. Okay. Donc vraiment, l'illustration de cette définition, c'est ici. Vous prenez epsilon tout petit. Le temps de mélange, le premier temps, là, ça c'est le temps de mélange 1 moins epsilon. Et le deuxième, c'est le temps de mélange en epsilon. Et vous voyez que quand ce ratio-là tend vers 1, les deux points se rapprochent, et ce que vous voyez, c'est une marge d'escalier. OK ? Voilà. Okay, donc comme je vous disais, ça a été découvert dans le contexte du mélange de cartes, et il y a une histoire assez sympathique à ce sujet. Donc, Percy Diaconis, au départ, c'était un magicien avant de faire des maths. Et donc il a compris assez rapidement, il était très à l'aise avec la manipulation de cartes, et il a compris assez rapidement que ce phénomène se produisait quand vous mélangez un paquet de 52 cartes en le séparant en deux paquets au hasard et en les recombinant au hasard, comme on ferait. Bon, je n'ai pas pris de paquet de cartes, mais vous voyez ce que je veux dire. Okay. Donc il a analysé ce modèle et il a montré que donc, n ici c'est le nombre de cartes. Il a montré qu'il y a un phénomène de cutoff pour ce modèle-là, quand n tend vers l'infini, autour d'un temps qui est n, donc qui est log n, 3,5 de log n en base 2. Alors quand vous faites le calcul 3,5 de log n en base 2, quand n vaut 52, vous trouvez 8, autour de 8. Okay. Donc ça veut dire que quand vous mélangez vos paquets de cartes, vous commencez à mélanger, rien ne se passe, et puis c'est seulement autour de la huitième fois que vous coupez votre paquet que vous commencez à être proche de l'équilibre. Okay. Oui. Quand on fait des mélanges de Faro avec 52 cartes, le petit commun multiple des graphes de permutation, c'est 8 aussi. Est-ce qu'il y a un lien? Je ne sais pas du tout. Moi, la preuve que j'ai de ça, elle est élémentaire, enfin, elle ne passe pas du tout par ça, mais bon, il faudrait y réfléchir. Et donc, il s'est rendu compte, en allant dans les casinos, que les gens, à l'époque, battaient les cartes 5 fois seulement. Alors, 5 fois, vous êtes très loin de l'équilibre. Et ça veut dire quoi, du point de vue, si vous vous rappelez de la définition de la variation totale, être à une distance proche de 1, ça veut dire qu'il y a un événement qui devrait avoir une probabilité quasiment nulle à l'équilibre, et qui a une probabilité quasiment 1 pour votre paquet de cartes. Donc il a compris ce que c'était cette propriété, il s'est mis à parier dessus, il a gagné beaucoup d'argent dans les casinos, jusqu'à ce qu'il se fasse virer, parce qu'on n'a pas le droit là-bas de faire ça, il n'y a pas besoin d'expliquer pourquoi, on n'a juste pas le droit de gagner trop, donc il s'est fait virer non seulement de ce casino, mais de tous les casinos des États-Unis, il était sur une liste noire. Et bon, mais l'histoire n'est pas finie pour lui, parce qu'ensuite il s'est fait recruter par une compagnie de fabrication de machines à mélanger les cartes automatiques, il est devenu consultant là-bas. Donc il a aussi gagné beaucoup d'argent de notre point de vue. Voilà, donc c'est pour vous dire que c'est un phénomène qui est très concret et qui se produit vraiment dans la vie de tous les jours. Voilà, donc c'était ça la découverte historique, hein, mélange de cartes. Mais ça a depuis été découvert dans plein d'autres contextes. Donc je vais vous donner une petite liste de contextes où on a pu démontrer, pour certains modèles, hein, je ne prétends pas que tous les mélanges de cartes, on sait montrer un cutoff, mais pour certains exemples de chaînes qui sont dans cette classe-là, on sait montrer un cutoff. Il y a eu tout un tas d'autres contextes où on en a trouvé. Donc plus généralement que des mélanges de cartes, on peut regarder des marches aléatoires sur des groupes. Ça, c'est le cas particulier du groupe de permutation. Okay. Et si votre groupe est suffisamment sympathique pour que vous puissiez faire de l'analyse un peu explicite, disons de l'analyse de Fourier, la théorie des représentations, eh bien, vous allez pouvoir espérer comprendre la loi de votre processus à n'importe quel temps et démontrer des cutoffs. Donc ça a été fait pour un certain nombre de marges. Okay. Un autre grand domaine où on a observé ces phénomènes de cutoff, c'est la simulation de Monte-Carlo, une méthode MCMC, ou échantillonneur de Gibbs, quoi.
Donc un cadre où ça a été fait, c'est le cas où vous regardez, vous essayez d'approcher la mesure d'Ising, le modèle d'Ising. Okay, donc là, on s'est montré qu'à haute température, il y a un cut-off, c'est de très jolis travaux il y a une dizaine d'années. Un autre grand domaine, c'est la physique statistique, hein, les systèmes de particules en interaction. Donc vous prenez votre modèle favori de particules qui interagissent sur un graphe, et vous demandez combien de temps elles mettent à s'approcher de l'équilibre quand vous partez de très très loin. Et pour certains de ces modèles, on a pu démontrer un cut-off. Voilà, donc quand les gens ont réalisé ça, ils se sont dit mais ça a l'air d'être un phénomène un peu universel, est-ce qu'on ne peut pas essayer de formaliser ça? Et donc ils ont commencé à regarder des suites de dynamiques qui sont elles-mêmes tirées au hasard. Donc maintenant, vous tirez une matrice de transition au hasard, et ils se sont rendus compte que là, il y avait cut-off. Donc c'est un phénomène qui est un peu générique, en ce sens. Alors un exemple de matrice de transition tirée au hasard, c'est par exemple, vous regardez la marche aléatoire sur un graphe, mais le graphe lui-même est tiré au hasard. Donc ça, c'est des très bons modèles pour les réseaux complexes, Internet. Et donc les gens ont fait de cut-off pour les marches aléatoires sur des graphes aléatoires. Okay. Et puis, comme je vous disais, on peut jouer avec l'espace d'état. Là, j'ai pris un espace fini, mais on peut définir tout ça sur des variétés riemanniennes, disons compactes, simplifiées. Et regardez par exemple le brownien, le mouvement brownien sur une variété compacte riemannienne. Et dans certains exemples, par exemple la sphère, tout simplement, vous pouvez montrer les cut-off. Okay. Diffusion sur variété. Okay, bon, la liste est longue. Maintenant, on a à peu près une centaine d'exemples de modèles au total où on s'est montré un cut-off depuis 40 ans. C'est ça que la communauté a réussi à faire. Okay, mais du point de vue de la compréhension stricte du phénomène, on n'a pas du tout avancé. Okay, et la raison, c'est que toutes les preuves là, elles sont basées exactement sur le même principe que ce qu'on a fait pour nous pour l'hypercube. C'est-à-dire calculer explicitement, ou très approcher, mais de manière très très fine, là, comme ici, la loi du système au temps t. Alors évidemment, ça c'est très restrictif, parce que pouvoir faire ça, ça se fait que dans certains modèles très joués, très simplifiés, où il y a énormément de structures. Okay, donc ça c'est assez décevant, parce que ça ne permet pas d'attaquer beaucoup d'exemples, hein, c'est pour ça qu'on est très limité. Et puis c'est aussi décevant d'un point de vue conceptuel, parce que ça ne nous dit pas du tout pourquoi il y a une transition de phase. Ça nous dit juste, bah, ok, je fais le calcul et je constate que la distance à l'équilibre fait ça, mais ça ne me donne pas le critère qui est derrière et qui fait ça. Donc ça fait 40 ans que les gens cherchent ça. C'est la question que David Aldous et Percy Diaconis avaient posée dès le début, hein, dans leur premier papier sur le cut-off. Ils ont dit une phrase du genre « On se rend compte qu'il y a cut-off sur tous les modèles qu'on sait analyser, mais on ne comprend pas d'explication générale qui justifie ça. » Donc, la question qu'ils ont posée, c'est « Peut-on prédire le cut-off, la coupure, sans calculer explicitement, parce que c'est beaucoup trop fastidieux et limitant, le temps de mélange. » Okay. Pour montrer un cut-off en calculant les temps de mélange, vous voyez qu'il faut vérifier que ce ratio-là tend vers 1. Donc il faut non seulement avoir des bornes supérieures et inférieures sur ce temps de mélange qui soient du même ordre de grandeur, mais il faut en plus que le préfacteur devant soit le même pour savoir si ce préfacteur vaut 1 ou pas, quoi. Okay, donc c'est vraiment une tâche très très compliquée. Vous devez estimer les temps de mélange à cette précision-là près. Et ça, c'est vraiment dur. Okay. Donc, en général, en théorie des temps de mélange, on est très content quand on a une borne supérieure et une borne inférieure qui sont du même ordre de grandeur. Mais jamais on a la bonne constante, sauf miracle, quoi. Voilà, donc c'est une question qui est toujours ouverte. Et c'est toujours ouvert, même si vous vous restreignez à des ensembles simples. Peut-être le contexte le plus simple du point de vue calculatoire, c'est de regarder des marches sur des groupes et de choisir comme groupe un groupe abélien. Sur des marches, disons, abéliennes. Donc, vous prenez une marche aléatoire sur un groupe, et ce groupe, vous le prenez abélien. D'ailleurs, les deux exemples que je vous ai présentés, là, le cycle et l'hypercube, c'est des cas particuliers de ça. Donc même là où on a une théorie de Fourier, une théorie des représentations qui est complètement triviale, on ne sait pas faire. Okay, on n'a pas de réponse à cette question. Alors pourquoi est-ce qu'on peut quand même espérer une réponse? Pourquoi est-ce que cette question est légitime? Il y a une analogie très vague, mais qui donne un peu une idée, avec la théorie de la concentration. Okay.
Je vais juste parler très rapidement de ça, mais les probabilistes sont très intéressés par le phénomène de concentration de la mesure en grande dimension, qui est, donc, disons pour simplifier, vous prenez des variables aléatoires réelles, disons positives, et vous dites qu'il y a concentration de la mesure pour ces variables, hein, si la variable divisée par son espérance, eh ben, ça tend vers 1, en probabilité, disons, quand même tend vers l'infini. Okay, ça, c'est la concentration de la mesure. Alors, ce phénomène-là, quel est le rapport avec ce que je suis en train de dire? Vous pouvez le représenter en étudiant la queue de distribution de votre variable. Quelle est la probabilité que cette variable soit plus grande que t? Si vous avez ce phénomène-là, c'est la même chose que de dire que votre courbe, elle passe de 1 à 0 très brutalement autour du point espérance de Zn. Okay, donc c'est aussi un phénomène de coupure, si vous voulez. C'est un peu tordu de voir ça comme ça, mais la concentration de la mesure, c'est un phénomène de coupure. Et évidemment, pour cette transition de phase-là, on a tout un tas d'outils. On n'est pas en train de montrer la concentration en calculant explicitement la loi de la variable. On a des théorèmes généraux qui nous disent si ma variable aléatoire est une fonction de beaucoup de variables indépendantes et qui dépend très peu de chacune d'elles, eh ben, ça va être concentré. On n'a même pas besoin de calculer ça, quoi. Okay, donc on a une théorie générale de concentration de la mesure. Donc une théorie générale pour comprendre cette transition de phase dans ce cas-là. La question d'Aldous et Diaconis, c'est est-ce qu'on ne peut pas avoir la même chose ici? Un critère général qui nous dise ça sans avoir à calculer ça. Okay. Voilà. Alors il y a eu une tentative célèbre de répondre à cette question il y a une vingtaine d'années. Donc il y avait un congrès AIM aux États-Unis là. Sur le temps de mélange et le cutoff. Et à ce congrès, il y a une proposition qui a été faite, une conjecture qui a été faite sur la réponse à cette question. Donc c'est ça dont je vais vous parler maintenant. Ça s'appelle la condition produit. C'est pas très sexy comme nom, mais c'est celui-là que l'histoire a retenu. Donc tout est parti d'une conjecture pendant ce congrès AIM. La conjecture est due à Yuval Perez. Le congrès a eu lieu en 2004. Et donc Yuval a dit voilà les bonnes explications du cutoff. Voilà un critère simple et effectif. Il y a un cutoff, donc rappelez-vous, dans les chaînes de Markov, on a ces deux échelles de temps de convergence, la convergence partant de très loin, le temps de mélange, et puis la convergence quand vous êtes tout près de l'équilibre, le temps de relaxation. Et il a dit, c'est simplement, le cutoff se produit quand le temps de mélange est très grand devant le temps de relaxation. Okay. Voilà. Alors je ne précise même pas la précision ici, parce qu'à cause de ces histoires de sous-multiplicativité, quand vous changez la précision epsilon, ça modifie au plus ça par une constante devant. Donc on s'en fiche un peu du epsilon. Vous pourrez prendre epsilon égale 1/4 si vous voulez. Voilà, donc ça c'est la conjecture de Yuval Perez et elle a fait beaucoup de bruit. Donc il y a des bonnes nouvelles autour de cette réponse-là. La première chose déjà, c'est que ce serait effectivement une réponse à la question d'Aldous et Diaconis parce que c'est un critère qui est effectif, un critère qu'on peut facilement vérifier sans avoir besoin de calculer précisément le temps de mélange. Donc ça, c'est une des bonnes nouvelles. Okay. Il n'y a pas besoin de calculer le temps de mélange à précision 1 plus petit o de 1. Tout ce dont on a besoin, c'est une borne très grossière sur l'ordre de grandeur de ce temps de mélange, et en plus une borne inférieure, qui en général est plus facile. Et puis, ce paramètre-là, on le comprend très bien pour les chaînes de Markov. Donc, c'est vraiment un critère qu'on peut vérifier. Il y a tout un tas de modèles sur lesquels on sait que ça, c'est vrai. Okay. La deuxième bonne nouvelle, c'est que ça a l'air de marcher sur tout un tas d'exemples, et en particulier les deux modèles que je vous ai présentés. Okay, donc en particulier, si vous regardez peut-être je peux vous préciser ça, les deux modèles qu'on a regardés, là, c'est le cycle et l'hypercube. Et si vous regardez donc les deux paramètres, le temps de mélange et le temps de relaxation, alors on a vu que pour le cycle, le temps de mélange, c'est de l'ordre n carré, et pour le cube, on a vu que c'était n log n. Maintenant, pour ces exemples-là, comme c'est des marches sur des groupes abéliens, on peut faire l'analyse de Fourier de manière exacte, on comprend les valeurs propres.
Et donc on s'est montré que pour le temps de relaxation du cycle, c'est n carré, alors que pour celui du cube, c'est n. Voilà. Donc vous voyez que la condition produit, là, la condition qui est dans la conjecture, elle est vérifiée ici, mais elle n'est pas vérifiée là, ce qui expliquerait pourquoi l'un des deux vérifie ce phénomène de coupure et pas l'autre. Okay. Ah oui, alors peut-être j'ai pas dit juste un mot, ça s'appelle la condition produit. Vous voyez, il n'y a pas de produit là-dedans. Bon, c'est juste, il faut se rappeler que le temps de relaxation, c'est l'inverse du trou spectral. Et donc la condition, c'est trou spectral fois temps de mélange, tend vers l'infini. C'est pour ça que ça s'appelle condition produit. Ok. Bon, alors c'est pas seulement sur ces exemples. Hein. En fait, tous les exemples où on sait montrer un cutoff, il se trouve qu'on a la condition produit qui a l'air vérifiée. Okay. Alors, une autre bonne nouvelle, c'est qu'il y a la moitié de la conjecture qui est vraie, qui a été prouvée, et c'est très facile à voir. Malheureusement, c'est la moitié qui n'est pas intéressante, c'est cette moitié-là. Donc, ce n'est pas la moitié qui vous permet de prédire un cutoff. C'est l'autre sens qui vous dit si vous voulez avoir un cutoff, il faut que la condition produit soit vérifiée. Donc, en particulier, là, le cycle, il n'y avait pas besoin du théorème central limite local pour savoir qu'il n'y aurait pas de cutoff. Okay. Cette condition n'est pas vérifiée. Okay. Mais encore une fois, le critère de la question d'Aldous et Diaconis, c'était dans l'autre sens. On veut des critères pour garantir un cutoff. Okay. Et donc ça, c'est la mauvaise nouvelle. C'est qu'il y a des contre-exemples qui ont été prouvés. Pour l'implication dans l'autre sens. Okay. En fait, donc, dans le workshop que je vous ai mentionné là, en 2004, il y avait tous les pairs du domaine. Donc il y avait David Laldous qui était dans l'audience, et quand Yuval a proposé sa conjecture, quelques minutes après, paraît-il, moi j'étais pas là, mais, David a construit un contre-exemple. Alors c'est un contre-exemple assez sophistiqué, okay, qui a fait dire à Yuval que c'était de la triche, que c'était pathologique. Et donc Yuval a changé sa conjecture, il a dit pour des chaînes raisonnables. Et aujourd'hui, le problème ouvert dans la communauté, c'est de donner un sens à raisonnable. Ok. Alors en fait, c'est pire que ça. Hein. Donc, le contre-exemple de David était, c'est vrai, un peu pathologique. Mais depuis, on s'est rendu compte que les contre-exemples, ils sont pas isolés. En fait, ils sont partout. Okay, donc c'est vraiment une très très mauvaise nouvelle, mais les contre-exemples, ils sont génériques. Alors je vais expliquer dans quel sens. Okay, donc vous me donnez une suite de dynamiques qui vérifie un cutoff, et moi je la modifie un tout petit peu. La perturbation que je vais faire, c'est la suivante. Vous avez votre chaîne, et moi je change de la manière suivante. Avec probabilité 1 moins θ, je fais les transitions comme vous les faisiez avant, mais j'ajoute une petite probabilité θ, toute petite, d'aller directement à l'équilibre. Okay. Donc c'est une perturbation de rang 1 de ma matrice de transition. Rappelez-vous que tout ça dépend de n. Hein. Vous avez des n partout. Hein. Voilà. Donc si vous partez d'une suite qui vérifie un cutoff, donc elle vérifie un cutoff, et si je choisis le θn très petit mais convenablement, mon θn il doit être très petit mais pas trop, je vais le prendre plus petit que le temps de mélange, le temps de relaxation, l'inverse du temps de relaxation, et plus grand que l'inverse du temps de mélange. Alors ça, c'est toujours possible, parce que je suis parti d'une chaîne qui vérifie un cutoff, et qu'on a cette implication-là qui est toujours vraie. Donc j'ai toujours de la place entre ce terme-là et ce terme-là. Je peux choisir un petit paramètre comme ça. Et si vous choisissez votre paramètre comme ça, eh ben la nouvelle matrice que vous obtenez, là, ce Tn tilde-là, ne vérifie plus du tout un cutoff. Par contre, ça préserve la condition produit. Okay, donc vous pouvez construire des contre-exemples à la conjecture de Yuval à partir de n'importe quel exemple de cette conjecture. Okay. Tout près, il y a un contre-exemple. Alors c'est assez dramatique parce que vous voyez, cette transformation, elle préserve énormément de structures. Si vous êtes parti d'une matrice qui est une marche aléatoire sur un groupe abélien, ça reste une marche aléatoire sur le même groupe abélien. Et donc vous avez des contre-exemples à la conjecture même dans ce cadre-là. Et c'est vrai pour plein d'autres choses. Donc, vous pouvez mettre des hypothèses très restrictives sur votre classe de chaîne. Cette transformation les préserve, et donc vous avez des contre-exemples même dans votre chaîne, votre classe RR. Voilà. Bon, donc ça c'était
La partie mauvaise nouvelle, maintenant je vais essayer de vous parler un petit peu de résultats récents, de progrès récents sur la question. Je crois que j'en suis à 6. Alors ça ne résout pas encore le problème, mais ça le résout pour beaucoup de classes, certaines classes de chaînes de Markov, et puis il y a espoir que la méthode puisse s'étendre à tous les modèles. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je vais essayer de faire pendant les prochaines années. Alors, l'idée, c'est la suivante, c'est de dire, en fait, les gens, depuis 40 ans, ils essayent de comprendre le cutoff en essayant de comprendre le temps de mélange. Ils essayent de comprendre, quand n tend vers l'infini, cette quantité-là. Okay. Alors que si vous voulez comprendre un cutoff, on s'en fiche, en fait, de savoir où est-ce qu'il se produit. Ce qu'on veut savoir, c'est si la transition est abrupte ou pas. En fait, ce n'est pas cette quantité-là qu'il faut regarder, c'est plutôt celle-là. C'est une différence de temps de mélange. Okay. Vous voulez montrer que votre convergence à l'équilibre est abrupte, et donc il faut contrôler cette différence. Alors évidemment, si la seule manière de contrôler cette différence, c'est de calculer chacun de ces deux termes, là vous êtes de retour là, et ça ne marche pas. Okay. Donc la question c'est, est-ce qu'il y a moyen d'estimer cette différence directement, sans estimer chacun des deux termes séparément? Okay. Voilà, donc montrer un cutoff, c'est juste montrer que cette quantité-là est petite. Okay. Vous avez cette image-là, là, et cette différence, c'est la taille de la transition, si vous voulez. Là. Okay, donc l'idée, c'est on oublie où se trouve précisément la coupure, on veut juste savoir sur quelle échelle de temps cette coupure se produit. Alors, ce n'est pas clair, évidemment, qu'on puisse estimer cette différence sans estimer chacun des termes, mais donc j'ai découvert il n'y a pas longtemps, il y a 2-3 ans, qu'il y a moyen d'estimer cette différence directement à l'aide d'une quantité un peu mystérieuse qui s'appelle la varentropie. Donc c'est une quantité qui vient de la théorie de l'information. Et je vais essayer de vous expliquer un peu ça. Okay, donc un truc très classique en chaîne de Markov, c'est de regarder l'entropie. Donc la variation totale, je vous ai dit, c'est une distance qui est compliquée à estimer, elle n'est pas analytique. On ne peut pas dériver ça par rapport au temps, parce qu'il y a des valeurs absolues, ça marche mal. Donc les gens, en théorie des temps de mélange, ils ont l'habitude de remplacer cette variation totale par une distance qui est plus grande, mais plus manipulable. Donc la distance L2, faire du Cauchy-Schwarz, des distances de Wasserstein pour faire de la courbure, ou de l'entropie pour faire des inégalités de Log-Sobolev ou Log-Sobolev modifié. Donc ça, c'est un truc qui est très bien compris. Alors, je vous rappelle la définition de l'entropie. Donc l'entropie d'une loi par rapport à la loi d'équilibre, c'est simplement somme sur x, mu x log mu x sur pi x. Okay, donc c'est positif, et puis ça vaut 0 si et seulement si mu est égal à pi. Okay. Et ça a tout plein de bonnes propriétés, meilleures que la variation totale. Par exemple, ça tensorise. Un point important, c'est que vous prenez des mesures produits. L'entropie, c'est la somme des entropies relatives. Bon, ça a plein de bonnes propriétés qui la rendent beaucoup plus agréable à étudier que la variation totale. Okay. Et puis, à cause de l'inégalité de Pinsker, c'est toujours une borne supérieure sur la variation totale. Donc, si vous regardez la distance en variation totale entre deux mesures, vous mettez un carré et un 2, ça c'est toujours plus petit que l'entropie. Okay. Donc en théorie des temps de mélange, on a l'habitude de remplacer notre variation totale par ça, obtenir une borne là-dessus et en déduire une borne sur ça. En général, on perd énormément de facteurs, il y a plein de constantes partout, et donc, évidemment, pour montrer le cutoff, ça ne va pas marcher, mais par contre, pour comprendre l'ordre de grandeur du temps de mélange, c'est une technique qui est très puissante. Okay. Bon, mais là, ce n'est pas ce qu'on va faire, parce qu'encore une fois, nous, on arrête d'étudier les temps de mélange eux-mêmes, on va étudier des différences de temps de mélange. Et donc l'idée que j'ai eue, c'était d'oublier cette entropie et de regarder une version du second ordre de ça. Okay. Alors, comment la définir? Ce truc-là, là, vous pouvez voir ça comme une espérance. On peut écrire ça comme une espérance, c'est simplement l'espérance sous la loi mu de cette quantité-là, qui s'appelle, en théorie de l'information, l'information. Okay. Cette quantité-là, c'est l'information, c'est une variable aléatoire, et vous regardez son espérance sous la loi mu. C'est juste une manière probabiliste de représenter cette somme. Okay. Et ce que je propose de regarder comme quantité, c'est la variance associée. Donc vous remplacez cette espérance par une variance. Ça s'appelle la varentropie. Le terme n'est pas de moi, je vais vous raconter d'où il vient. De mu par rapport à pi. C'est la variance associée à cette espérance-là. Donc je vais la noter
V. V de mu par rapport à I. C'est la variance sous la loi mu de log de mu par rapport. Okay, donc ça, si vous voulez, ça contrôle les fluctuations de l'information autour de sa moyenne qui est l'entropie. Okay, donc c'est un truc qui a été introduit rien à voir avec les chaînes de Markov, mais en théorie du signal et du codage et de la transmission de l'information. Hein, parce que là-bas, l'entropie joue un rôle crucial. On sait que l'entropie, ça vous donne le taux optimal asymptotique auquel vous pouvez transmettre vos données. Et donc ça, c'est un phénomène qui est vrai asymptotiquement quand le nombre de données tend vers l'infini. Si vous voulez quantifier ça, vous avez besoin d'une quantification de cette loi des grands nombres. Et la quantification est précisément donnée par la variance de l'entropie. Okay, donc c'est un terme qui apparaît naturellement en théorie de l'information. Okay, par contre, pour les chaînes de Markov, ça n'avait pas du tout été regardé. Et donc moi, ce que je propose, c'est de regarder cette quantité-là le long de la chaîne de Markov. Okay, donc j'introduis cette fonction-là. C'est simplement, comme toujours, on prend un maximum sur tous les points de départ dans l'espace. Et puis, on regarde la loi de la chaîne partant de ce point-là. Et vous comparez ça à l'équilibre. Okay. Alors ce maximum, c'est juste parce que dans la définition du temps de mélange, on veut étudier partant du cas le pire. Mais si vous vous intéressez à montrer un cutoff depuis un point particulier de l'espace, vous enlevez ce max et vous prenez le point particulier qui vous intéresse. Okay. Moi, je dis juste que ça, c'est la bonne observable, c'est la bonne quantité à comprendre pour le phénomène de cutoff. Okay, alors pourquoi? C'est le premier théorème que je veux vous mentionner. Donc pour n'importe quelle chaîne de Markov, vous avez une estimée sur cette différence-là. Qui ne passe pas par l'estimation de chacun des deux termes, mais directement par ce terme de varentropie. Alors il y a plusieurs paramètres. Déjà, il y a des constantes. 2 sur epsilon carré, bon ça epsilon est fixé, donc ça c'est juste une constante, ça n'a pas d'influence. Il y a le paramètre important qui est ce paramètre spectral, là, le temps de relaxation. Okay. Et puis, il y a la varentropie. Donc, vous avez ici 1 plus racine de la varentropie. Okay. Alors la varentropie, elle est évaluée au temps de mélange. Okay. Bon, c'est un peu long à écrire, mais c'est une estimée universelle sur cette différence qui ne passe pas par l'estimation de chacun des deux termes. Alors si vous traduisez ça en termes de cutoff, ça vous dit tout de suite, en particulier, que vous avez cutoff dès que ce truc-là est très petit devant le temps de mélange. Un cutoff, c'est dire que cette différence, la longueur de la fenêtre de mélange, est petite devant le centre de cette fenêtre. Okay. Donc vous voulez que ça ce soit petit devant le temps de mélange. Et donc vous obtenez le critère suivant, vous voulez que le ratio entre temps de mélange et temps de relaxation, il soit très grand, quand n tend vers l'infini, devant 1 plus racine de la varentropie, au temps de mélange. OK? Donc ça, c'est une condition c'est la première condition suffisante pour le phénomène de cutoff. Alors vous voyez qu'elle ressemble à la condition produit. La condition produit, elle est encore écrite ici. Ce ratio doit être grand. Et là, on est en train de dire ce ratio doit être grand. Donc ça, sans ça, c'est exactement la condition produit, mais grand devant racine de la varentropie. Donc c'est un peu plus fort que cette condition-là. Cette condition-là, elle était nécessaire pour le cutoff. Si vous la renforcez un tout petit peu en rajoutant ce terme varentropique, ça devient suffisant pour le cutoff.